Lucie Montel arriva au domaine de la garrigue les mains vides et le cœur rempli de questions. Ses pieds connaissaient chaque pierre de ce chemin de terre. Ses yeux reconnaissaient chaque montant du vieux portail en bois, mais rien en ce lieu ne semblait la reconnaître. Cela faisait 5 ans qu'elle n'avait pas remis les pieds sur ces terres. 5 ans depuis que M. Auguste Varenne l'avait regardée droit dans les yeux et lui avait ordonné de partir. 5 ans depuis qu'elle avait enterré son père dans le petit cimetière du village et quitté le domaine à pied sans se retourner. Ce jour-là, elle avait juré de ne jamais revenir, et pourtant elle se tenait maintenant devant le portail, usée portant le même sac de cuir que le jour de son départ, avec la sensation que le temps avait recouvert toute chose, sauf cette douleur demeurée immobile au fond de sa poitrine. Auguste se trouvait de l'autre côté, debout près des clercs, une main posée sur le dos du cheval et les yeux fixés sur elle. Il ne prononça aucun mot. Il se contenta de la regarder. Dans ce silence se trouvait quelque chose que Lucie ne s'attendait pas à découvrir. Ce n'était ni de la colère ni de la froideur, mais une émotion plus difficile à nommer, une émotion ressemblant bien qu'elle refusa encore de l'admettre au poids de la culpabilité. Pour comprendre cet instant, il faut cependant revenir en arrière jusqu'au commencement, jusqu'au jour où tout commença à se briser. Lucie était née sur ce domaine. Son père Étienne Montel avait travaillé ses terres pendant plus de 30 années aux côtés d'Auguste Varenne. Il n'était pas associé sur le papier, mais il l'était dans la réalité. Étienne connaissait chaque recoin de l'exploitation. Il savait que la pluie allait tomber avant même que le ciel change de couleur. Il savait quelles vaches vêleraient au mois de mars et lesquelles ne survivraient pas jusqu'à l'hiver. Il appartenait à cette catégorie d'hommes valant davantage que n'importe quel contrat, et Auguste le savait. Voilà pourquoi, lorsque Étienne mourut le domaine, perdit quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait remplacer. Lucie avait 10 à 9 ans lorsque son père tomba malade. Tout alla très vite. Une toux apparue en juin l'empêchait déjà de dormir au mois d'août. Les médecins du village expliquèrent que ses poumons étaient atteints, qu'il avait travaillé trop d'années au milieu de la poussière, de la fumée des brûlis et de l'air sec des champs. Étienne écouta le diagnostic avec calme. Il s'assit sous la terrasse couverte de la petite maison qu'ils occupaient sur le domaine et alluma une cigarette comme si le médecin venait de lui parler du temps. Lucie la lui arracha des doigts, il éclata de rire. Ce fut l'une des dernières fois où elle l'entendit rire véritablement. Les mois suivants furent difficiles. Lucie cuisinait, nettoyait, soignait son père et tentait également d'accomplir le travail qu'Étienne n'était plus capable d'assurer. Elle se levait avant l'aube et ne rentrait que lorsque le soleil avait déjà disparu. Auguste la voyait travailler et ne disait presque rien. Il avait toujours été un homme peu bavard. À cette époque, Lucie croyait que son silence signifiait du respect, que le vieux propriétaire reconnaissait ses efforts sans éprouver le besoin de les exprimer. Elle se trompait, ou du moins fût-ce ce que les événements lui enseignèrent ensuite. Étienne mourut en octobre au cours d'une froide matinée sans scène, ni cri. Lucie était assise à ses côtés lorsqu'il ferma les yeux pour la dernière fois. Elle lui prit la main et demeura longtemps immobile. Elle ne pleura pas immédiatement. Une douleur de cette nature n'arrive jamais tout de suite. Elle vient plus tard lorsque l'on tente de continuer à vivre et que l'on découvre que chaque chose fait mal. Le lendemain de l'enterrement, Auguste convoqua Lucie dans la maison de maître. C'était la première fois depuis des années qu'elle y entrait. L'intérieur sentait le vieux bois et le tabac. Une carte du domaine était fixée au mur et la photographie jaunie d'une jeune femme reposait sur un buffet. Auguste était assis à la table. Il ne lui proposa pas de prendre place. Il lui déclara qu'il regrettait la mort de son père, qu'Étienne avait été un homme de valeur et que le domaine ne serait plus jamais le même sans lui. Lucie écouta et attendit parce qu'elle sentait qu'il existait autre chose, que ces paroles ne représentaient que le commencement de ce qui devait réellement être dit. Elle avait raison. Auguste ouvrit un dossier, en sortit plusieurs feuilles et lui expliqua avec le même calme que s'il évoquait la météo, que la maison où elle vivait appartenait au domaine, que l'accord d'occupation avait toujours été conclu avec Étienne, que cet accord disparaissait avec lui et qu'elle disposait de 2 semaines pour rassembler ses affaires et trouver un autre logement. Lucie le regarda sans comprendre. Elle lui demanda s'il parlait sérieusement. Auguste ne releva pas les yeux des documents.
Il répondit que oui, qu'il s'agissait d'une question de propriété et que cela n'avait rien de personnel. Mais pour Lucie, tout à cet instant, était plus personnel que tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Elle rassembla ses affaires en moins de 2 jours. Elle refusa d'attendre les 2 semaines accordées. Elle ne pouvait pas demeurer une minute supplémentaire sur ce domaine. Elle prit son sac de cuir, y plaça le peu qu'elle possédait et s'engagea sur le chemin de terre sans tourner la tête. Elle se promit de ne jamais revenir. Cette promesse dura 5 années jusqu'à ce matin, jusqu'à cet instant devant le portail, avec Auguste l'observant de l'autre côté et portant cette expression qu'elle ne savait pas encore interpréter. Ce qui l'avait ramenée n'était ni l'oubli ni le pardon. C'était une chose arrivée par la poste 3 semaines plus tôt, une enveloppe sans nom d'expéditeur, contenant un document qui avait bouleversé tout ce que Lucie croyait savoir au sujet de la mort de son père. L'enveloppe était arrivée un mardi matin. Lucie vivait alors dans une petite chambre à Saint-Christol, à 40 kilomètres du domaine. Elle travaillait dans une boutique de tissus, mesurant les étoffes et servant des clientes qui ne la regardaient jamais véritablement dans les yeux parce qu'elle savait qui elle était, la fille de l'ouvrier agricole décédé Celle, qu'Auguste Varenne avait jeté à la rue. Dans les petits villages, les histoires circulent plus rapidement que la vérité et la version répétée au sujet de Lucie Montel n'était pas la plus charitable. Certains affirmaient qu'elle avait tenté de s'emparer de terres ne lui appartenant pas. D'autres racontaient qu'Auguste avait fait preuve d'une générosité exceptionnelle en lui accordant 2 semaines. Personne ne se demandait ce qu'une jeune femme de 10 à 9 ans avait pu ressentir en enterrant son père et en perdant sa maison au cours du même mois. Personne ne posait cette question parce que personne ne s'en souciait suffisamment. Lucie apprit à vivre avec cela. Elle apprit à se lever tôt, à travailler en silence et à ne parler de son passé à personne. Elle se construisit une existence modeste mais stable. Elle n'était pas heureuse, mais elle n'était pas non plus malheureuse. Elle était simplement une personne survivant avec dignité. Dans sa situation, c'était déjà beaucoup. Voilà pourquoi elle n'ouvrit pas immédiatement l'enveloppe. Elle la laissa sur la table pendant 2 jours. Quelque chose dans le poids du papier et dans l'absence de nom d'expéditeur provoquait en elle une inquiétude qu'elle ne savait pas expliquer. Finalement, un soir après son travail, elle s'assit sous la lampe de sa chambre et l'ouvrit lentement. Elle contenait 3 feuilles. La première était une lettre manuscrite couverte d'une écriture petite et serrée. La deuxième était la copie d'un acte juridique. La troisième fut plus difficile à comprendre. Il s'agissait d'un certificat médical portant le nom de son père et une date ne correspondant à rien de ce qu'on lui avait raconté. D'après ce document, Étienne Montel avait été examiné 2 mois avant sa mort par un médecin d'Aix-en-Provence et non par celui du village. Ce médecin avait consigné une conclusion glaçant le sang de Lucie. Au moment de l'examen, Étienne était parfaitement capable de signer des actes juridiques. Son état de santé, bien que gravement dégradé, n'altérait aucunement ses facultés mentales, et il avait lui-même demandé cette expertise afin qu'il soit clairement établi que tout document signé durant cette période l'avait été en pleine connaissance de cause. Lucie lut le certificat 3 fois. Elle passa ensuite à la lettre manuscrite. Elle provenait d'un homme s'identifiant uniquement sous le prénom de Rodrigue sans indiquer son nom de famille. Il expliquait avoir travaillé durant de nombreuses années au domaine, avoir vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir, avoir gardé le silence beaucoup trop longtemps par peur, et précisait que les documents joints ne représentaient qu'une partie de ce qu'il savait. Si Lucie désirait connaître le reste, elle devait retourner au domaine et parler à Auguste. Certaines questions, écrivait-il, ne pouvaient recevoir de réponse que de sa bouche, et le vieux propriétaire portait depuis la mort d'Étienne une dette restée impayée. Lucie replia soigneusement les feuilles, les remit dans l'enveloppe et contempla longtemps le mur. Elle pensa aux 5 années passées, à se convaincre que la meilleure solution consistait à continuer d'avancer. Elle pensa à toutes les nuits durant lesquelles elle s'était répété que le passé ne pouvait être changé. Elle pensa à son père, à ses grandes mains cailleuses et à sa manière de marcher lentement dans les champs, comme si le temps n'avait aucune importance. Puis elle prit une décision. Le lendemain, elle parla à la propriétaire de la boutique et demanda 1 semaine de congé sans fournir d'explication. Elle prit le sac de cuir dont elle ne s'était jamais débarrassée, car le jeter lui aurait donné l'impression de détruire son dernier lien
avec son père, puis monta dans le premier autocar en direction de Saint-Christol-du-Nord. Le voyage dura presque 2 heures. Lucie resta tout le temps les yeux tournés vers la fenêtre. Le paysage se transformait progressivement. Les maisons de la ville demeurèrent derrière elle. La terre devint plus sèche, les arbres plus espacés et le ciel plus vaste. C'était le paysage de son enfance, celui qu'elle avait appris à aimer avant d'apprendre à le détester, et elle ne savait plus ce qu'elle ressentait en le retrouvant. Lorsque l'autocar la déposa au croisement 3 kilomètres, la séparait encore du domaine. Lucie les parcourut à pied comme elle l'avait toujours fait. Le soleil était haut, le chemin couvert de poussière et de pierres. Elle passa devant le vieux saule, marquant la limite de la propriété devant l'abreuvoir que son père avait construit de ses mains 20 ans auparavant, puis devant une nouvelle clôture installée là où il n'y avait autrefois rien. Enfin elle aperçut le portail, et de l'autre côté, Auguste accompagné d'Éclair, qui la regardait comme s'il l'avait attendue, comme s'il avait su qu'elle reviendrait et se préparait depuis longtemps à cet instant. Lucie s'arrêta, posa la main sur le bois du portail, sentit sa chaleur sous ses doigts et déclara d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait imaginé. « Je suis venue parler, monsieur Auguste. » Le vieil homme ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux durant 1 seconde, puis les releva, et Lucie découvrit dans son regard quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu, une émotion ressemblant au soulagement, comme si une personne était enfin venue réclamer le paiement d'une dette qu'il attendait lui-même de pouvoir régler. Mais ce soulagement ne dura pas, car des pas retentirent derrière Auguste en provenance de la maison de maître suivi, d'une voix que Lucie reconnut immédiatement et qu'elle n'avait jamais pensé entendre de nouveau en et lieu. Cette voix appartenait à Marc Varenne, le fils d'Auguste. Lucie l'avait connu de loin lorsqu'ils étaient jeunes. Il avait 5 ans de plus qu'elle et ne séjournait presque jamais au domaine. Il étudiait en ville, vivait en ville et possédait tous ses amis en ville. Il appartenait à cette catégorie de fils, destinés à tout hériter sans avoir travaillé une seule journée pour l'obtenir. Grand élégamment vêtu même pour se trouver au milieu des champs, il possédait l'assurance physique propre à ceux n'ayant jamais eu à s'inquiéter de rien. Marc s'approcha lentement les mains dans les poches, avec une expression que Lucie ne sut pas immédiatement interpréter. Ce n'était pas exactement de l'hostilité, mais quelque chose de plus calculé et de plus froid, comme l'attitude d'un homme voyant arriver une personne qui l'attendait et ayant déjà préparé une réponse à tout ce qu'elle pourrait dire. « Quelle surprise !» déclara-t-il bien, que son ton indiqua clairement qu'il n'était nullement surpris. Auguste ne bougea pas. Il conserva sa main sur le dos d'Éclair, comme si le cheval était la seule chose lui permettant de demeurer immobile. Lucie regarda le fils puis le père. Elle comprit aussitôt qu'elle arrivait au milieu de quelque chose, que sa présence interrompait une dynamique fonctionnant ainsi depuis longtemps, et que Marc n'appréciait pas cette interruption. « Je suis venue parler à monsieur Auguste », répéta Lucie. À lui, le fils sourit. C'était un sourire dépourvu de chaleur, le sourire d'un avocat ou d'un homme habitué à remporter toutes les discussions. « Mon père n'est pas en bonne santé », répondit-il. « Tout ce que tu as à lui dire, tu peux me le dire à moi. » Lucie ne lui répondit pas immédiatement. Elle regarda Auguste. Le vieil homme releva à peine les yeux, et dans ce geste minuscule presque imperceptible, Lucie comprit quelque chose modifiant entièrement sa perception de la scène. Auguste ne voulait pas que son fils parle à sa place. Cela était évident. Pourtant, il ne possédait plus la force de l'en empêcher ou n'osait pas le faire. Lucie ne s'attendait pas à découvrir cela chez lui, car Auguste Varenne avait toujours été un homme au caractère ferme, n'ayant besoin de personne pour parler en son nom. Le voir ainsi silencieux et éteint, les yeux baissés devant son propre fils, fut le premier signe que la situation du domaine avait changé bien plus profondément qu'elle ne l'imaginait. Marc poursuivit. Il lui expliqua que, si elle venait réclamer quelque chose concernant son père ou la propriété, elle devait savoir que tout était parfaitement en règle, que les actes étaient clairs et qu'il n'existait rien à discuter. Il parlait rapidement, avec le ton d'une personne répétant un argument déjà mémorisé. Lucie le laissa terminer. Elle sortit ensuite l'enveloppe de son sac, la tint entre ses 2 mains et la regarda avant de parler. « Je possède un document affirmant le contraire. » Marc cessa de sourire. Le changement fut discret, mais réel.
Une tension traversa son visage et disparut presque aussitôt remplacée par un calme visiblement forcé. « Quel document ?» demanda-t-il. Lucie ne répondit pas. Elle se tourna de nouveau vers Auguste. Cette fois, le vieil homme soutint son regard et il lui fallut une seconde pour identifier l'émotion présente dans ses yeux. C'était de la peur. Pas la peur d'un homme redoutant ce qu'elle pourrait faire, mais celle d'une personne ayant porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps et ne sachant plus si elle souhaite continuer à le porter. « J'ai besoin de parler avec vous seul, monsieur Auguste, » dit Lucie. « Avec vous. » Le vieil homme ouvrit la bouche puis la referma. Marc avança d'un pas. « Ce ne sera pas possible. » Lucie le regarda directement, sans agressivité, mais sans peur, avec le calme d'une femme ayant parcouru 40 kilomètres en autocar, puis plusieurs kilomètres à pied, pour tenir cette conversation et n'étant pas disposée à reculer. « Alors je resterai ici jusqu'à ce que cela devienne possible, » répondit-elle. Elle ne bougea pas. Marc l'étudia durant un instant, évaluant et calculant. Il regarda ensuite son père, et l'échange silencieux entre les deux hommes contint une conversation entière que Lucie ne pouvait entendre, mais qu'elle ressentait, une vieille conversation chargée de tensions accumulées et de choses jamais prononcées. Finalement, Marc expira lentement. « Très bien, déclara-t-il. Mais je serai présent. » Lucie acquiesça non parce qu'elle acceptait véritablement, mais parce qu'elle comprenait qu'il s'agissait de la seule manière d'entrer. Auguste ouvrit le portail sans parler. Le grincement du métal rouillé fut l'unique bruit de cet instant. Lucie passa de l'autre côté et marcha en silence auprès du vieux propriétaire, tandis qu'Éclair les suivait lentement sur le chemin. Marc avançait derrière eux, et Lucie sentait son regard sur sa nuque comme une présence physique, comme un avertissement. Vue de l'extérieur, la maison de maître était identique à son souvenir des murs blancs, marqués par le temps, un toit de tuiles rouges et une longue terrasse couverte garnie de vieilles chaises en bois. À l'intérieur, pourtant, quelque chose avait changé. Des feuilles, des dossiers et des documents encombraient toutes les tables, comme si quelqu'un se trouvait au milieu d'une procédure exigeant une quantité considérable de papier. Lucie observa les lieux et commença à relier les éléments entre eux. Auguste s'assit sur sa chaise habituelle, la même que 5 années auparavant. Marc demeura près de la fenêtre, les bras croisés. Pour la première fois de sa vie, Lucie prit place face au vieil homme, sans que personne l'y invite et sans demander la permission, car cette fois les règles avaient changé. Elle sortit le certificat et le posa sur la table. Auguste le regarda sans le toucher, mais son visage se transforma d'une manière révélant tout. Ce document ne le surprenait pas. Il le connaissait déjà, ce qui signifiait qu'il savait exactement de quoi concernerait la conversation. Le silence qui suivit possédait un poids. Auguste gardait les yeux fixés sur le certificat et les mains immobiles sur ses genoux. Depuis la fenêtre, Marc observait son père avec une expression tendue qu'il tentait de dissimuler. Lucie attendit. Elle avait appris à attendre. 5 années passées seule dans une petite chambre lui avaient enseigné que la patience n'est pas une faiblesse, mais une forme de pouvoir que les personnes impatientes ne comprennent jamais. Finalement, Auguste parla. Sa voix semblait plus vieille que la dernière fois où Lucie l'avait entendu plus épuisée, comme si chaque mot exigeait désormais un effort qu'il n'exigeait pas autrefois. « Où as-tu obtenu cela ?» demanda-t-il. Ce n'était pas une question agressive, presque seulement un murmure. Lucie expliqua que le document lui était parvenu par courrier qu'elle ignorait qu'il avait envoyé et que l'expéditeur n'avait indiqué aucun nom. Auguste acquiesça très lentement, comme si cette réponse confirmait un soupçon qu'il possédait déjà. Marc s'écarta de la fenêtre, s'approcha de la table et examina le certificat sans le toucher. Puis il regarda Lucie. « Cela ne prouve rien, déclara-t-il. Cela indique seulement que ton père était capable de signer. Cela ne précise ni ce qu'il aurait signé, ni à quelle date. » Lucie demeura parfaitement calme. « Il existe une autre feuille, » répondit Tauchula, pro la lonja, pour te la copie de l'acte jura. Elle la plaça sur la table à côté du certificat médical. Cette fois, la réaction fut visible. Marc tendit la main pour prendre le document, mais Lucie fut plus rapide et le retira. « Non. Je veux d'abord entendre ce que M. Auguste a à dire. » Le vieil homme ferma les yeux,
durant un instant. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose avait changé en lui, non brutalement, mais de la manière dont change une personne, décidant enfin d'abandonner le fardeau qu'elle porte depuis trop longtemps. Marc prononça son nom sur un ton d'avertissement. Auguste l'ignora, regarda Lucie directement et lui demanda ce qu'elle savait. Elle répondit honnêtement qu'elle savait peu de choses, qu'elle ne possédait que des fragments, et non l'histoire complète, que c'était précisément la raison de son retour. Elle n'était venue ni accuser, ni menacer. Elle était venue comprendre. Auguste acquiesça, puis regarda son fils. Lucie observa attentivement l'échange silencieux entre eux. C'était le regard d'un homme ayant laissé une autre personne prendre beaucoup trop de décisions à sa place et décidant face à cette jeune femme revenue avec une enveloppe entre les mains que cela avait suffisamment duré. Marc tenta de parler. Auguste leva une main lentement sans mise en scène, mais avec une fermeté, réduisant aussitôt son fils au silence. Il commença ensuite son récit. Il parla doucement, regardant davantage la table que Lucie, comme s'il lui était plus facile de confier cette histoire au bois qu'aux yeux de la jeune femme. Il expliqua que 3 mois avant sa mort, Étienne Montel était venu le trouver. Il n'était ni désorienté, ni privé de lucidité. Il avait l'esprit parfaitement clair et portait un document qu'il souhaitait faire signer. Ce document était une convention reconnaissant qu'une part des bénéfices du domaine au cours des 10 années précédentes revenait à Étienne en raison de son travail. Non comme simple salarié, mais comme associé de fait, car c'était bien ce qu'ils avaient toujours été même, s'ils ne l'avaient jamais inscrit sur le papier. Lucie écouta, sans bouger. Auguste poursuivit. Il avait signé cette convention en toute conscience, convaincu qu'Étienne méritait cette part. Ils avaient travaillé ensemble pendant 30 ans, et la dette était réelle. L'accord prévoyait qu'après la mort d'Étienne, ses droits seraient transmis à Lucie, puisqu'il ne possédait personne d'autre au monde que sa fille. Le silence suivant fut encore plus lourd que le précédent. Lucie eut la sensation que le sol sous ses pieds n'était plus complètement solide, que ce qu'elle venait d'entendre modifiait une partie fondamentale du récit qu'elle s'était répété durant 5 années. « Alors pourquoi m'avez-vous chassée » demanda-t-elle. Sa voix parut plus petite qu'elle ne l'aurait souhaité. Auguste ne répondit pas immédiatement. Il regarda Marc, et Lucie comprit avant qu'un autre mot soit prononcé. « Ce n'était pas vous » murmura-t-elle. La phrase sortit seule encore, dépourvue de colère, comme une compréhension arrivant lentement, mais portant tout son poids. Auguste baissa la tête. Ce geste constitua la réponse la plus honnête qu'il aurait pu fournir. Marc bougea et tenta de parler. Lucie le regarda et quelque chose dans ses yeux l'arrêta. Ce n'était pas une menace, mais une chose pire, la clarté absolue d'une personne venant de comprendre exactement ce qui s'était produit. « Tu connaissais l'existence de cet accord, » dit-elle à Marc. « Tu savais que quelque chose me revenait. Et lorsque ton père était écrasé par le deuil, et que je n'étais qu'une jeune femme de 10 à 9 ans seule, au monde tu as profité de la situation pour me faire disparaître. » Marc ne nia rien, mais ne confirma rien non plus. Conservant ce calme calculé qui constituait sa manière de ne jamais perdre de terrain. Son silence fut plus éloque que n'importe quel aveu. Lucie remit les documents dans l'enveloppe, se leva lentement et regarda une dernière fois Auguste. Il portait la même expression qu'au portail, mais elle la comprenait désormais. C'était celle d'un homme ayant permis une injustice et vécu avec ce poids en silence pendant 5 années. « Je reviendrai demain, » déclara Lucie, « et je veux vous parler sans votre fils. » Auguste acquiesça. Lucie quitta la maison, traversa la terrasse, descendit les marches et s'engagea dans la cour. Derrière, elle entendit la voix basse et tendue de Marc dire quelque chose à son père. Elle ne distingua pas toute la phrase, mais entendit clairement le mot « avocat ». Cela lui indiqua tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur ce qui allait suivre. Cette nuit-là, Lucie dormit dans le village voisin du domaine non à Saint-Christol, mais au Saule, une petite commune, possédant une pension de 3 chambres, dont la propriétaire posait des questions avec les yeux même, lorsqu'elle gardait la bouche fermée. Lucie paya pour une nuit, monta dans sa chambre et s'assit sur le lit, l'enveloppe posée sur ses genoux. Elle ressortit les feuilles et les relut à la lumière de tout ce qu'Auguste lui avait raconté. Les pièces s'emboîtèrent d'une manière douloureuse, non parce que l'histoire n'avait aucun sens, mais parce qu'elle en avait beaucoup trop.
Au fond, elle était simple. Un vieil homme avait reconnu une dette, son fils avait refusé de la payer, et une jeune femme isolée était devenue la cible la plus facile. De telles histoires se produisent sans cesse. Elles se produisent dans les exploitations agricoles dans les villes et au sein des familles. Elles existent parce que certaines personnes prennent la vulnérabilité d'autrui pour une occasion et parce que d'autres les laissent agir, estimant le conflit plus coûteux que l'injustice. Auguste appartenait à cette seconde catégorie. Lucie pouvait le comprendre, mais comprendre ne signifiait pas accepter. Ce qu'elle ne comprenait toujours pas était la lettre de Rodrigue. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il gardé le silence si longtemps? Pourquoi avait-il décidé de parler maintenant? Et surtout, que savait-il d'autre? Une phrase de sa lettre était demeurée gravée dans l'esprit de Lucie dès sa première lecture. Ce qu'il joignait n'était qu'une partie de ce qu'il connaissait. Cela signifiait qu'il existait davantage, que la convention signée entre Étienne et Auguste n'était que le commencement d'une histoire plus vaste, qu'une autre histoire se cachait sous celle-ci. Ce fut précisément ce qui l'empêcha de dormir. Le lendemain, Lucie s'éveilla avant l'aube, se lava le visage avec l'eau froide du lavabo et se regarda dans le miroir. Elle y vit une femme de 24 ans, marquée par la fatigue, portant une expression qui n'était ni véritablement de la peur, ni réellement du calme. C'était l'expression d'une personne se tenant au bord de quelque chose et sachant que si elle avançait, aucun retour en arrière ne serait possible. Elle quitta la pension alors que le ciel était encore gris et prit à pied le chemin du domaine. Elle arriva au moment où le soleil apparaissait derrière les collines. Le portail était fermé et personne ne se trouvait dehors. Lucie attendit, appuyée contre le bois, son sac croisé sur la poitrine, et les yeux tournés vers la maison de maître. 20 minutes passèrent, puis la porte de la terrasse s'ouvrit et Auguste sortit seul. Il marcha lentement vers elle, son chapeau à la main, sans éclair et sans marque. Lucie le regarda approcher et remarqua ce qu'elle n'avait pas complètement vu la veille. Le vieil homme avait vieilli bien davantage que ne l'expliquaient 5 années. Il avançait avec une fatigue n'ayant rien de physique, celle d'une personne ayant mené trop de conversations difficiles dans sa propre tête pendant beaucoup trop longtemps. Ils se saluèrent sans cérémonie. Auguste ouvrit le portail et la laissa entrer. Ils gagnèrent la terrasse et s'assirent sur les vieilles chaises en bois. Pour la première fois depuis son retour, Lucie se sentit sur un territoire neutre, ni à l'intérieur de la maison où Marc possédait l'avantage, ni sur le chemin où elle se trouvait en position d'infériorité, mais dans cet espace intermédiaire où les choses pouvaient être dites plus honnêtement. Auguste parla le premier. Il expliqua avoir beaucoup réfléchi durant la nuit à Étienne, à leurs 30 années de travail commun et à la manière dont il avait permis à son fils de gérer des affaires qu'il n'aurait jamais dû lui confier. Il ne possédait aucune excuse. Il pouvait expliquer ce qui s'était produit, mais une explication ne rendait pas la chose juste. Lucie l'écouta sans l'interrompre. Auguste poursuivit. Après la mort d'Étienne, il se trouvait au pire moment de son propre deuil, car Étienne n'avait pas seulement été un employé, mais la personne la plus proche d'un ami qu'il eût jamais connu. Marc avait alors pris le contrôle de plusieurs affaires du domaine. Auguste l'avait autorisé parce qu'il était épuisé et faisait confiance à son fils. Lorsqu'il avait retrouvé suffisamment de présence d'esprit pour comprendre ce qui s'était réellement passé, Lucie était déjà partie. Il avait tenté de la retrouver, mais on lui avait affirmé que personne ne savait où elle se trouvait. Lucie reçut cette information en silence. Elle posa ensuite une question qu'elle conservait depuis la veille. La convention signée avec son père, existait-elle encore? L'original se trouvait-il quelque part? Auguste la regarda avec une expression qu'elle ne sut pas entièrement déchiffrer. Il finit par répondre que oui, que le document existait et qu'il l'avait conservé. Marc n'en savait rien. Ou du moins Auguste croyait qu'il n'en savait rien. Cette dernière précision demeura suspendue entre eux, comme une chose n'ayant pas encore acquis de forme. Auguste révéla ensuite un autre élément auquel Lucie ne s'attendait pas. Il existait un second document laissé par Étienne chez un notaire du village avant sa mort. Lucie n'avait jamais su qu'il existait et il pouvait tout changer. Le notaire se nommait Maître Ferrand. Son étude se trouvait dans la rue principale des Saules, entre une quincaillerie et une pharmacie. Auguste exposa cela avec une simplicité contrastant avec le poids de l'information.
Étienne s'était rendu seul chez Maître Ferrand 2 semaines avant de mourir sans en parler à personne. Il y avait déposé une enveloppe cachetée, accompagnée de l'instruction de ne la remettre qu'à Lucie lorsqu'elle viendrait la réclamer elle-même, en présentant une pièce d'identité. Le problème était que personne ne l'avait informé de l'existence de cette enveloppe. Ni Auguste, qui l'avait appris trop tard, ni Maître Ferrand, car Étienne avait expressément demandé qu'on ne cherche pas sa fille et qu'on attende qu'elle vienne d'elle-même. C'était comme s'il avait su qu'un jour elle aurait besoin de ces informations et devrait venir les chercher, comme s'il avait eu confiance dans le fait que tôt ou tard sa fille retrouverait le chemin du retour. Lucie écouta assise sur la terrasse, les mains immobiles sur son sac. Elle ne parla pas immédiatement. Elle pensa à son père au cours des dernières semaines de sa vie, lorsqu'il savait déjà que son temps était compté et avait malgré tout trouvé la force de gagner le village, de s'asseoir devant un notaire et de laisser quelque chose destiné à protéger sa fille après son départ. Il l'avait fait seul sans demander d'aide, sans prévenir Auguste le médecin ou une quelconque personne de confiance. Il l'avait fait en silence, comme il accomplissait toujours les choses importantes, sans produire le moindre bruit. Ce fut cela qui brisa finalement la maîtrise de Lucie. Elle n'éclata pas en sanglots. Son émotion fut plus calme et plus profonde. Elle ferma les yeux durant un instant et respira lentement. Lorsqu'elle les rouvrit, son regard avait changé. Il ne contenait pas seulement de la tristesse, mais également de la gratitude et une détermination qu'elle ne possédait pas auparavant. Elle se leva et annonça qu'elle allait au village. Auguste acquiesça. Lorsqu'elle commença à descendre les marches, il l'appela. Elle s'arrêta. Il expliqua vouloir l'accompagner, non pour intervenir, mais simplement pour être présent. Il devait cela à Étienne. Lucie le regarda durant 1 seconde, puis accepta. Ils parcoururent ensemble le chemin de terre, d'abord en silence. Auguste commença ensuite à parler d'Étienne, non des documents ou du domaine, mais de l'homme qu'il avait été. Il raconta à Lucie des choses qu'elle ignorait. Son père avait été le seul homme à lui dire la vérité en face, sans jamais éprouver de peur. Des années auparavant, Auguste s'apprêtait à prendre une décision pouvant bouleverser la vie de 10 familles d'ouvriers agricoles. Étienne s'était dressé devant lui et lui avait déclaré qu'il se trompait non en privé, mais devant tous les autres. Auguste était demeuré furieux pendant 1 semaine avant d'admettre qu'Étienne avait raison. Il avait modifié sa décision et à partir de ce jour, l'avait respectée d'une manière différente. Lucie écoutait tout en marchant. Elle lançait parfois un regard de côté au vieil homme. Quelque chose dans ce récit lui faisait mal et lui apportait en même temps du réconfort. Cela lui faisait mal parce qu'il confirmait la personne qu'avait été son père et lui faisait du bien précisément pour la même raison. Ils atteignirent les saules alors que le soleil était déjà haut. La rue principale n'était guère davantage qu'un alignement de maisons basses dont les façades colorées avaient pâli avec le temps. Le volet de l'étude notariale était à demi baissé. Auguste frappa. Il fallut attendre un instant avant que quelqu'un ouvre. Maître Ferrand était un homme encore plus âgé qu'Auguste, portant d'épaisses lunettes et l'expression d'une personne vivant parmi les papiers et préférant leur silence à la compagnie des êtres humains. Il les regarda tous les deux, puis observa Lucie plus longuement. Sans encore poser la moindre question, il acquiesça comme s'il savait exactement pourquoi ils étaient venus et comme s'il avait lui aussi attendu cet instant. Il les fit entrer, les installa devant un bureau couvert de dossiers et demanda la pièce d'identité de Lucie. Elle la sortit de son sac. Maître Ferrand l'examina calmement, gagna une armoire d'archives au fond de l'étude, chercha durant 1 minute et revint avec une enveloppe brune du format d'un acte officiel. Le nom de Lucie Montel était écrit à la main sur le devant dans l'écriture de son père. Elle la reconnut aussitôt. Elle avait grandi en voyant ces lettres dans les carnets de culture qu'Étienne tenait une écriture grande et régulière, celle d'un homme ayant appris à écrire à l'âge adulte et traçant chaque caractère avec le soin d'une personne en comprenant la valeur. Maître Ferrand lui remit l'enveloppe sans parler. Lucie la tint entre ses 2 mains et sentit le poids du papier. Il ne pouvait y avoir que 2 ou 3 feuilles, mais le poids qu'elle percevait n'était pas physique. C'était celui de quelque chose que son père avait voulu lui dire et qu'elle allait enfin entendre. Elle ouvrit lentement l'enveloppe. Elle contenait 2 pages manuscrites et une 3e feuille constituant la copie d'un acte portant un sceau officiel. Lucie commença à lire.
Son visage se transforma progressivement, passant d'abord par la surprise, puis par une incrédulité profonde, et enfin par une combinaison d'émotions qu'Auguste, assis de l'autre côté du bureau, fut incapable de définir car il n'avait encore jamais vu autant de sentiments différents apparaître, simultanément sur un visage. Lorsqu'elle eut terminé, Lucie replia soigneusement les feuilles, les remit dans l'enveloppe et regarda Auguste. Elle prononça alors une phrase que le vieux propriétaire ne s'attendait pas à entendre, une phrase modifiant la manière dont il comprenait les 30 dernières années de son existence. « Mon père savait que vous aviez un fils, lui dit-elle, et je ne parle pas de Marc. » Auguste demeura immobile. Au fond de l'étude, Maître Ferrand, occupé à ranger quelques documents, s'arrêta durant 1 seconde avant de reprendre son mouvement comme s'il n'avait rien entendu. Pourtant il avait entendu. Tous les occupants de cette pièce avaient entendu, et le silence qui suivit appartenait à ceux qu'il est impossible de combler facilement. Lucie attendit. Auguste gardait les yeux fixés sur le bureau. Ses mains demeuraient parfaitement immobiles, jusqu'alors se déplacèrent lentement et s'entrelacèrent sur le bois, comme s'il avait besoin de se soutenir lui-même. Il finit par parler d'une voix différente de toutes celles qu'il avait employées jusque-là, plus basse et plus nue. « Comment Étienne le savait-il » demanda-t-il. Lucie regarda les feuilles qu'elle tenait. Son père l'expliquait clairement. Il avait découvert ce secret de nombreuses années auparavant, presque par hasard. Il avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir et conservé cette vérité durant des décennies parce qu'il savait qu'il ne s'agissait pas de son histoire à raconter. Avant de mourir, cependant, il voulait qu'une autre personne en soit informée. Il voulait que Lucie sache, parce que ce secret la concernait également et pouvait avoir un lien avec ce qui lui revenait. Auguste ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, Lucie découvrit dans son regard une émotion qu'elle reconnut, bien qu'elle ne l'eût jamais vue chez lui, une vulnérabilité véritable dépourvue de défense et de calcul, celle d'un homme dont on vient d'abattre la dernière muraille. Il y a 42 ans, commença Auguste, il y avait une femme. Il ne prononça pas immédiatement son nom. Elle travaillait au domaine. Elle était jeune, et lui aussi. Ils avaient entretenu une relation qui, à cette époque, et dans ce milieu, ne pouvait pas devenir publique. Lorsqu'elle était tombée enceinte, leurs 2 familles étaient intervenues. La jeune femme était partie. L'enfant était né loin du domaine, et Auguste n'avait jamais su avec certitude s'il avait vécu ou était mort. Il avait tenté d'obtenir des informations une fois de nombreuses années plus tard, mais n'avait rien trouvé. Avec le temps, il s'était convaincu qu'il valait mieux ne pas savoir. Lucie écouta sans l'interrompre. Elle lui demanda ensuite le nom de la femme. Auguste prononça. À côté de ce nom Étienne, en avait inscrit un autre, celui du fils né loin du domaine, et qu'Auguste avait pensé mort. Cet enfant avait survécu. Il avait grandi, était revenu dans cette région, avait travaillé durant des années sur les terres de son propre père, sans savoir que le propriétaire était celui qui lui avait donné la vie, puis était mort, en croyant n'être qu'un simple employé. Lucie releva les yeux des feuilles et regarda Auguste directement. Le nom écrit par son père était Étienne Montel. Auguste Varenne ne prononça rien. Il en était incapable. Ce que Lucie venait de lui révéler était que l'homme ayant été son ami durant toute une vie, celui qui lui avait dit la vérité, lorsque personne d'autre n'en possédait le courage, celui dont il avait chassé la fille 2 semaines après l'avoir enterrée, était son propre fils. Et Lucie Montel, la jeune femme ayant grandi sur son domaine, travaillé ses terres, et qu'il avait lui-même expulsée sans prendre le temps de réfléchir, était sa petite fille. Le temps sembla s'arrêter dans l'étude. Maître Ferrand avait cessé tout mouvement. Dehors, une charrette passa dans la rue, et le bruit de ses roues sur les pavés résonna avec une clarté étrange au milieu du silence. Auguste posa ses mains sur le bureau et les observa comme s'il les découvrait pour la première fois. Puis il regarda Lucie, et elle le regarda. Quelque chose se produisit entre eux, une chose ne possédant aucun nom précis. Ce n'était pas encore une réconciliation, et ce n'était pas du pardon. C'était antérieur à ces sentiments, la reconnaissance que la distance qu'ils avaient cru les séparer n'était pas celle qu'ils imaginaient que le mal commis demeurait réel, mais que l'histoire se trouvant sous ce mal était beaucoup plus ancienne et beaucoup plus complexe que tout ce qu'ils auraient pu concevoir. Lucie parla la première d'une voix calme. Elle n'était pas revenue au domaine pour détruire quoi que ce soit, expliqua-t-elle.
Elle était venue comprendre. Elle comprenait désormais davantage qu'elle ne l'aurait souhaité et avait besoin de temps pour assimiler tout ce qu'elle venait de lire et d'entendre. Elle passerait la nuit au village et reviendrait le lendemain. Auguste acquiesça. Il ne possédait aucun mot ou ignorait encore comment les ordonner. Lucie remit l'enveloppe dans son sac, se leva, remercia maître Ferrand d'un geste et sortit dans la rue ensoleillée. Elle marcha sans savoir exactement où elle allait, mais avec la certitude que chacun de ses pas se posait sur une terre qui, d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée, avait toujours été la sienne. Elle gagna la place du village et s'assit sur un banc sous un vieil arbre. Au centre se trouvait une fontaine qui ne fonctionnait plus. 2 chiens dormaient à l'ombre. Une femme âgée traversait lentement la place avec un panier de provisions. Tout était calme et ordinaire. Pourtant, Lucie avait la sensation que le monde qu'elle connaissait avait changé de forme durant les quelques minutes passées dans cette étude à lire les paroles de son père. Elle ressortit les feuilles et les relut plus lentement. Étienne écrivait avec des phrases courtes. Il n'avait jamais été un homme de grands discours écrits. Chaque phrase pesait et chaque point final paraissait définitif. Il expliquait avoir découvert la vérité sur ses origines alors qu'il approchait de la quarantaine. Il avait trouvé une lettre parmi les affaires de sa mère adoptive déjà décédée à cette époque. Cette lettre indiquait le nom de son père biologique, Auguste Varenne. Le domaine où Étienne travaillait depuis des années était donc la terre de son propre sang. Ce qu'il écrivait ensuite fut encore plus difficile à lire pour Lucie. Son père avait longuement réfléchi à la possibilité de révéler la vérité à Auguste, puis avait décidé de ne rien dire. Il ne voulait réclamer aucune chose qu'on ne lui aurait pas donnée librement. Il refusait que sa relation avec cet homme change en raison d'un lien de sang, alors qu'elle était déjà solide grâce au travail et au respect. Il préférait cela à toute reconnaissance officielle. Si Auguste l'avait bien traité, il voulait que ce fût parce qu'il le méritait en tant qu'homme, et non parce qu'il était son fils. Lucie ferma les yeux. Elle pensa à la dignité immense contenue dans cette décision, mais également à la solitude qu'elle avait imposée à son père. Étienne avait porté ce secret pendant des décennies. Il avait travaillé les terres de son père biologique sans prononcer un mot. Il avait vécu chaque jour à quelques mètres de lui, sans réclamer quoi que ce soit qu'on ne lui offrait pas. À la fin, lorsqu'il avait compris que son temps s'achevait, il avait confié cette connaissance à sa fille, non pour qu'elle exige quelque chose, mais pour qu'elle sache. Pour qu'elle ne vive pas dans l'obscurité, pour qu'elle possède la vérité sur sa propre histoire et puisse grâce à elle prendre librement ses décisions. Lucie replia les feuilles, les rangea et contempla la fontaine vide. Elle pensa à Marc Varenne et à ce que cette découverte signifiait dans sa relation avec lui. Marc était le fils reconnu, l'héritier officiel, celui qui avait grandi avec un nom des terres et des certitudes. Pourtant, il avait agi avec la mesquinerie d'un homme craignant de perdre ce qu'il possédait. Il avait exploité le deuil de son père et la vulnérabilité d'une jeune femme isolée pour éliminer un problème qui était en réalité une dette. Il l'avait probablement fait sans comprendre la véritable portée de son geste, sans savoir que Lucie n'était pas seulement la fille d'un employé, mais la petite-fille du propriétaire. Juridiquement, cette vérité pouvait changer beaucoup de choses. Cependant, Lucie ne pensait pas encore en termes juridiques. Elle se demandait simplement si elle souhaitait employer cette information comme une arme ou comme une clé, si elle désirait entrer en combattant ou en parlant. Elle entendit alors des pas derrière le banc et se retourna. Auguste avait marché depuis l'étude notariale jusqu'à la place. Il était seul cette fois, sans chapeau, les mains dans les poches et le visage portant une expression qu'elle n'aurait jamais pensé découvrir chez lui. Il s'arrêta devant elle. Lucie le regarda sans bouger. Le vieil homme demeura silencieux un instant, puis expliqua que si Étienne lui avait révélé la vérité à n'importe quel moment de ses 30 années, il l'aurait accueilli, non par devoir, mais en raison de l'homme qu'il était. Il regrettait de ne jamais avoir reçu cette chance. Lucie acquiesça et répondit que son père avait pris sa décision, qu'elle la respectait et qu'elle n'était pas là pour réécrire le choix d'Étienne. Auguste s'assit à l'extrémité du banc suffisamment loin pour que chacun conserve son espace. Ils observèrent la place en silence. Après un moment, il lui demanda ce qu'elle comptait faire. Lucie ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le vieux feuillage au-dessus de leur tête, dont les feuilles remuaient lentement dans le vent. Elle ne le savait pas encore.
Elle était venue chercher une vérité, et en avait trouvé plusieurs. Elle devait les ordonner avant de prendre une décision. Auguste déclara comprendre. Il ajouta ensuite une chose ne ressemblant ni à une stratégie, ni à une négociation, mais simplement à ce qu'elles étaient les paroles d'un vieil homme, essayant tardivement d'agir correctement. La convention qu'il avait signée avec Étienne demeurait valable. Il la ferait appliquer. Ce qui revenait à Lucie lui appartenait et il ne permettrait ni à Marc ni à personne d'autre de l'en priver. Pour la première fois, depuis son retour, Lucie ne vit plus en lui l'homme qui l'avait expulsé. Elle vit un vieillard fatigué, essayant tard mais sincèrement de faire ce qui était juste. Cela n'effaçait pas le mal mais constituait quelque chose. C'était un commencement. Ce qu'aucun d'eux ne savait alors, c'était que Marc avait déjà pris ses propres dispositions. À cet instant, même tandis qu'ils étaient assis sur la place, une personne qui l'avait contacté examinait les registres fonciers du domaine et cherchait un moyen de le devancer, un moyen de faire en sorte que lorsque Lucie présenterait sa demande, il ne reste plus rien à réclamer. Rodrigue apparut le lendemain. Lucie ne l'attendait pas. Elle prenait son petit déjeuner à la pension lorsque la propriétaire lui annonça qu'un homme la demandait à l'entrée. Elle sortit et le découvrit dans le couloir. Il avait environ 50 ans, une silhouette moyenne et un visage portant à la fois les traces du temps et la fermeté d'une personne ayant pris des décisions difficiles. Ses mains étaient celles d'un homme ayant travaillé dans les champs toute sa vie. Sa posture mélangeait l'inconfort à la détermination. Il se présenta sous le prénom de Rodrigue et révéla être l'expéditeur de l'enveloppe. Lucie l'observa un moment avant de lui proposer de s'asseoir sur les chaises de l'entrée. La propriétaire de la pension disparut à l'intérieur avec une discrétion qui était probablement une curiosité particulièrement bien dissimulée. Rodrigue parlait comme il écrivait franchement directement sans détour. Il avait travaillé 6 années au domaine d'Auguste. Étienne s'y trouvait déjà lorsqu'il était arrivé, et Rodrigue l'avait respecté dès le premier jour comme le meilleur ouvrier qu'il eût jamais rencontré. Lorsque Étienne était tombé malade, il se trouvait à proximité. Il avait vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir, et ces choses le poursuivaient depuis lors. « Qu'avez-vous vu » demanda Lucie. Rodrigue prit le temps de rassembler ses paroles. 3 semaines avant la mort d'Étienne, il avait aperçu Marc Varenne entrer dans la petite maison où vivaient le père et la fille. C'était l'après-midi, alors que Lucie était absente. Marc était resté presque 1 heure. Lorsqu'il était ressorti, il portait des papiers que Rodrigue ne lui avait encore jamais vus. Lucie sentit quelque chose se tendre dans sa poitrine mais continua d'écouter. Quelques jours plus tard, Rodrigue avait surpris Marc téléphonant dans le grand hangar. C'était une conversation qu'il n'aurait pas dû entendre. Marc parlait à quelqu'un, probablement un avocat, de la manière de garantir que certains documents deviennent sans valeur après le décès d'Étienne. Il employait des termes juridiques que Rodrigue ne comprenait pas tous, mais le sens général était parfaitement clair. Il existait une version de la convention conclue entre Étienne et Auguste que Marc voulait faire disparaître et il possédait un plan pour y parvenir. Lucie lui demanda pourquoi il n'avait rien révélé à cette époque. Sa question n'était pas une accusation mais une interrogation sincère et Rodrigue le comprit. Il baissa les yeux avant de répondre qu'il avait eu peur. Il avait une famille et dépendait entièrement de son emploi au domaine. Marc gérait les salaires, les contrats et les décisions quotidiennes. Parler aurait signifié perdre toute sécurité du jour au lendemain. Rodrigue ne se disait pas fier de son silence. Il l'avait porté comme une pierre durant toutes ces années. Lorsqu'il avait finalement quitté le domaine 2 ans plus tôt, il avait commencé à chercher une manière de réparer ce qu'il n'avait pas eu le courage d'empêcher. Il avait mis du temps à se décider. Ce qui l'avait finalement poussé à agir était un rêve dans lequel Étienne le regardait sans prononcer un mot. À son réveil, il avait su qu'il devait envoyer l'enveloppe. Lucie demeura silencieuse un instant, puis lui demanda s'il possédait une preuve de ce qu'il affirmait. Rodrigue acquiesça. Il avait conservé quelque chose sans savoir exactement pourquoi. Peu, être par instinct, ou parce qu'une partie de lui avait toujours compris que ce jour finirait par arriver. Il sortit de la poche de sa chemise une vieille feuille pliée marquée par le temps et la posa sur la table. Lucie la déplia avec précaution. C'était une courte note manuscrite rédigée de la main de Marc Varenne. Lucie ne connaissait pas encore son écriture, mais Rodrigue expliqua que la note était tombée de sa poche lorsqu'il avait quitté la petite maison. Rodrigue l'avait ramassée presque sans réfléchir et l'avait conservée sans savoir ce qui le poussait à le faire.
Le texte contenait peu de phrases, mais elles suffisaient. Il y était question d'un document d'une version devant en remplacer une autre et d'une signature qu'il fallait obtenir avant qu'il ne soit trop tard. Le nom d'Étienne était employé d'une manière prouvant que l'auteur savait parfaitement qu'il était mourant et considérait ce délai comme une occasion d'agir. Lucie replia la note et la rangea avec l'enveloppe de son père. Elle dit à Rodrigue que cette pièce était importante et qu'elle modifiait ce qu'elle pouvait entreprendre. Il répondit espérer qu'elle serait utile. Si Lucie avait besoin qu'il témoigne de ce qu'il avait vu et entendu, il le ferait. Cette fois, il ne garderait pas le silence. Lucie le remercia. Ils se levèrent. Rodrigue lui tendit la main et elle la serra. Cette poignée de main dépassait la simple politesse. Elle unissait deux personnes ayant porté des fardeaux différents, mais liés, durant de longues années, et choisissant désormais chacune depuis sa place d'accomplir ce qui était juste. Après le départ de Rodrigue, Lucie retourna dans sa chambre et disposa tous les documents sur le lit, le certificat médical, la copie de la convention, les pages écrites par son père et la note de Marc. Pour la première fois, elle les observa ensemble et comprit qu'elle ne détenait plus seulement une histoire personnelle. Elle possédait des preuves, un dossier et une décision à prendre. Elle ignorait cependant que le même après-midi, Marc déplaçait lui aussi ses pièces sur l'échiquier et que l'une d'elles portait un nom, celui de l'avocat qu'Auguste avait involontairement évoqué la veille. Il s'appelait Maître Damien Solal. Lucie l'apprit de Maître Ferrand sans même avoir besoin de l'interroger. Elle retourna à l'étude pour demander la certification d'une copie du document laissé par son père. Le notaire apposa son sceau en silence, puis mentionna presque incidemment que Damien Solal s'était présenté au village ce matin-là. Il avait demandé à consulter certains registres de propriété concernant le domaine de la Garrigue. C'était un avocat marseillais, l'un de ceux facturant très cher et travaillant très vite. Ce n'était pas la première fois qu'il venait au Saule. Lucie remercia Maître Ferrand d'un geste et quitta l'étude. Elle marcha lentement dans la rue, ayant besoin de réfléchir. Marc agissait, ce qui signifiait qu'il était inquiet. Un homme comme lui, lorsqu'il se sentait menacé, pouvait entreprendre des démarches compliquant sérieusement ce qu'elle tentait d'obtenir. Combien de temps lui restait-il avant que Maître Solal trouve un moyen de la bloquer? La réponse arriva beaucoup plus tôt qu'elle ne l'aurait souhaité. Le lendemain, lorsqu'elle se rendit au domaine pour parler à Auguste, elle trouva le portail fermé par un cadenas. Personne ne se trouvait dehors. Elle appela plusieurs fois et attendit. Finalement, Marc apparut sur le chemin venant de la maison de maître, les mains dans les poches, et portant cette expression calculée que Lucie reconnaissait désormais. Il lui annonça que son père n'était pas en état de recevoir des visiteurs, que le médecin lui avait ordonné du repos et que toute affaire la concernant devait dorénavant être traitée par l'intermédiaire de l'avocat de la famille. Il lui tendit une carte. Lucie y lut « Maître Damien Solal, cabinet d'avocat Marseille ». Elle la rangea dans sa poche sans rien dire, puis regarda Marc directement et lui demanda si Auguste allait bien. Marc répondit que oui, qu'il était seulement fatigué et que la visite de la veille l'avait profondément perturbé. Lucie acquiesça lentement. Elle ne discuta pas, ne protesta pas et reprit le chemin de terre. Marc l'observait depuis le portail et elle sentait son regard malgré le fait qu'elle lui tournait le dos. Arrivée au croisement, elle s'assit sur une grande pierre à l'ombre d'un arbre et réfléchit calmement. Marc isolait son père en utilisant son état de santé comme prétexte afin de contrôler l'accès à lui. C'était une manœuvre classique et efficace du moins à court terme. Mais elle comportait une faiblesse. Auguste n'avait jamais été un homme se laissant facilement commander même dans ses pires moments. Lucie l'avait aperçu sur son visage lorsque Marc avait tenté de parler en son nom, une limite existait. Si elle trouvait un moyen de communiquer avec le vieil homme à l'insu de son fils, cette limite pouvait être atteinte. Elle avait besoin d'un allié à l'intérieur d'une personne ayant accès au domaine et pouvant lui transmettre un message. Elle pensa à Rodrigue, mais il n'y travaillait plus. Elle pensa ensuite aux ouvriers qu'elle avait connus durant son enfance et à ceux pouvant encore se trouver sur place. Un nom revint alors à sa mémoire pétronille, une femme ayant cuisiné pendant des années dans la maison de maître. Elle vivait dans une petite maison située à 1 kilomètre du domaine, en dehors des limites de la propriété.
Lucie l'avait bien connue lorsqu'elle était enfant. Pétronie lui donnait à manger lorsque son père travaillait tard. Elle parlait peu mais possédait une loyauté que Lucie avait remarquée même à son jeune âge. Lucie rejoignit sa maison à pied en 20 minutes. Elle la trouva dans le jardin, occupée à planter quelque chose dans un pot de terre cuite. Pétronie la regarda arriver sans parler, puis prononça son prénom avec la même voix qu'autrefois, comme si 5 années ne s'étaient jamais écoulées et qu'il était parfaitement naturel de la voir apparaître sur ce chemin. Lucie entra dans le jardin et lui expliqua la situation sans détour. Pétronie l'écouta avec le calme qu'elle mettait dans toute chose. Lorsque Lucie eut terminé, elle acquiesça. Elle savait déjà une partie de ce qui se produisait. Auguste l'avait appelée le matin même et lui avait demandé de venir au domaine. Marc lui avait affirmé que le vieil homme ne recevait aucune visite, mais elle avait insisté et avait finalement été autorisée à entrer parce qu'elle apportait de la nourriture. Auguste allait physiquement bien. Il se montrait seulement encore plus silencieux qu'à l'ordinaire, comme une personne tentant d'assimiler en elle-même une vérité beaucoup trop vaste. Lucie lui demanda si elle accepterait de lui transmettre un message. Pétronie répondit qu'elle retournerait au domaine le lendemain avec un autre repas et que Lucie pouvait rédiger quelques lignes. Lucie sortit une feuille de son sac et écrivit qu'elle allait bien, qu'elle détenait les documents que Rodrigue était apparu avec de nouvelles informations et qu'elle avait besoin de savoir si Auguste était toujours capable de prendre librement ses décisions. S'il avait besoin d'aide pour se dégager de la pression exercée sur lui, il devait le faire savoir par l'intermédiaire de Pétronie. Il n'était pas seul. Lucie plia la feuille et la lui remit. Pétronie la glissa dans son tablier sans la lire. Elle regarda ensuite Lucie avec ses yeux calmes et lui confia une chose inattendue. Avant de mourir, Étienne lui avait demandé de veiller sur sa fille si celle-ci revenait un jour. Pétronie n'avait pas pu le faire lorsqu'elle avait été chassée, car tout s'était produit beaucoup trop rapidement. Elle avait pensé à Lucie de nombreuses fois et se réjouissait qu'elle soit enfin revenue. Lucie ne répondit pas. Elle se contenta d'acquiescer, et ce simple geste contenait davantage que ce que des mots auraient pu exprimer. La réponse d'Auguste arriva le lendemain par l'intermédiaire de Pétronie. C'était une courte note écrite d'une main tremblante mais parfaitement lisible. Il allait bien. Marc ne l'avait pas directement menacé, mais exerçait une forte pression sur lui. Il s'entretenait constamment avec Maître Solal et avait placé de nouveaux actes sur la table qu'Auguste refusait encore de signer. Le vieil homme avait besoin de temps. La note contenait cependant une information plus importante. Une enveloppe se trouvait dans le tiroir de la table de nuit de sa chambre. Elle renfermait l'original de la convention signée avec Étienne, et non une copie. Marc ignorait qu'il existait. Si Lucie trouvait le moyen de le récupérer, cet acte suffirait à soutenir toute demande qu'elle déciderait de présenter devant la justice. À la fin, en lettres plus petites, comme s'il avait ajouté cette phrase après avoir hésité, Auguste avait écrit « Ce que tu m'as révélé dans l'étude de Maître Ferrand ne m'a pas entièrement surpris. Une partie de moi l'avait probablement toujours soupçonné et je n'ai rien fait. Cela aussi est une dette. » Lucie lut la note 3 fois, puis la replia et la rangea. Assise dans sa chambre à la pension, elle réfléchit longuement. Récupérer l'enveloppe dans la chambre d'Auguste, tandis que Marc se trouvait au domaine, ne serait pas simple. Il fallait entrer dans la maison de Maître sans qu'il la voie et agir rapidement avant que Maître Solal découvre l'enveloppe ou que Marc obtienne de son père une signature limitant les droits de Lucie. Pétronie fut la solution. Elle connaissait chaque recoin de la maison. Elle savait quand Marc s'absentait combien de temps il demeurait dans le hangar auprès des ouvriers et à quel moment la maison se trouvait presque vide. Le lendemain, elle se présenta au domaine à l'heure du déjeuner comme à son habitude. Marc se trouvait dans le hangar avec 2 ouvriers afin de réaliser un inventaire. Auguste reposait dans sa chambre. Pétronie entra dans la cuisine, réchauffa le repas et lorsque personne ne l'observait, gagna la chambre du vieil homme. Auguste était éveillé. Il lui remit l'enveloppe sans prononcer un mot et se contenta de la regarder avec ce calme lourd qui était devenu le sien. Pétronie cacha l'enveloppe sous son tablier, quitta la chambre, termina de servir le déjeuner et prit congé de Marc avec sa sérénité habituelle. Elle regagna sa maison avec les documents serrés contre son corps. Lucie vint les récupérer l'après-midi même.
Petroni lui remit l'enveloppe sans cérémonie. Lucie l'ouvrit immédiatement, debout au milieu du jardin. Elle contenait la convention portant la signature d'Auguste, celle d'Étienne, une date précise et la description claire de ce qui revenait à Lucie en tant qu'héritière des droits acquis par son père. C'était l'acte que Marc avait tenté de faire disparaître 5 années auparavant, et il était intact. Lucie le tint entre ses deux mains. Le papier était ancien, mais conservé en excellent état. Les signatures demeuraient parfaitement visibles. Au bas de la dernière page, Auguste avait récemment ajouté au crayon quelques mots « Cela t'a toujours appartenu ». Lucie les contempla durant un instant, puis rangea soigneusement l'enveloppe. Elle détenait désormais l'original de la convention, la note de Marc conservée par Rodrigue, le certificat médical, les pages de son père et les copies authentifiées par Maître Ferrand. Elle possédait tout ce dont elle avait besoin. La suite se déroula avec davantage de calme qu'elle ne l'avait imaginé. Elle prit contact avec une avocate en ville non par l'intermédiaire de Maître Solal, mais sur la recommandation de Maître Ferrand. C'était une jeune femme directe qui lut l'intégralité des pièces en moins d'1 heure, avant d'affirmer que le dossier était solide. La convention était valable. La note de Marc pouvait constituer un commencement de preuve de tentative de fraude. Le témoignage de Rodrigue renforçait la position de Lucie, et si Auguste acceptait de témoigner, son dossier deviendrait particulièrement puissant. Lucie lui demanda si un procès était nécessaire. L'avocate répondit que probablement non. Avec de tels documents, une négociation était possible. Marc ne voudrait pas que toute cette affaire devienne publique, car les conséquences pour sa réputation et celles du domaine seraient considérables. En procédant correctement, elle pouvait parvenir à une solution ne détruisant personne, mais accordant à Lucie ce qui lui revenait. Lucie répondit que c'était précisément ce qu'elle désirait, ne détruire personne, seulement recevoir ce qui était juste. L'avocate acquiesça, et elles commencèrent à travailler. Ce qu'aucune des deux ne savait encore, c'était que le même après-midi, Marc avait découvert la disparition de l'enveloppe dans le tiroir de son père. Lorsqu'il était entré dans sa chambre pour l'interroger, Auguste l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait déclaré pour la première fois, depuis très longtemps, exactement ce qu'il pensait. La conversation entre Auguste et Marc fut la plus honnête qu'ils eussent tenue depuis des années. Marc entra avec une question déjà formée et une tension qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Il demanda à son père s'il avait remis l'enveloppe à quelqu'un. Auguste ne répondit pas immédiatement. Assis au bord du lit, les pieds posés au sol et les mains sur les genoux, il portait la posture d'une personne ayant pris une décision et n'ayant aucune intention d'en changer. « Oui », répondit-il finalement, sans ajouter un mot. Marc resta immobile, puis commença à parler avec ce mélange de raisonnement et de pression qu'il employait lorsqu'il voulait convaincre son père. Ce qu'il faisait risquait de ruiner le domaine. Les documents détenus par cette jeune femme constituaient une menace. Si l'affaire atteignait le tribunal, tout ce qu'ils avaient bâti pouvait disparaître. Marc affirma n'avoir cherché qu'à protéger ce qui leur appartenait. Auguste l'écouta jusqu'au bout et prononça ensuite une chose que son fils ne s'attendait pas à entendre. Il savait. Il savait exactement ce que Marc avait fait 5 années auparavant. Il l'avait soupçonné dès le commencement, mais avait préféré ne pas le voir. Cette lâcheté constituait elle aussi une manière de participer, et il la regrettait. Auguste leva une main, la même qu'il avait levée devant Lucie, avec cette fermeté paisible qu'il retrouvait lorsqu'il parlait véritablement en maître de lui-même. Ce qui revenait à Lucie était à Lucie. Ce n'était pas uniquement une affaire de papier, mais une question d'honneur. Étienne avait été l'homme le plus loyal qu'Auguste eût jamais connu. Il n'avait jamais demandé une chose qu'il ne méritait pas. Il avait quitté ce monde sans réclamer ce qui lui appartenait par dignité, et le minimum qu'Auguste pouvait désormais accomplir consistait à garantir que sa fille reçoive ce qu'il avait gagné au prix de 30 années de travail. Honnête. Marc s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Pour la première fois depuis le retour de Lucie, il semblait moins calculateur et moins assuré, comme un homme auquel on venait de retirer le texte qu'il avait préparé et qui ne savait plus improviser. Il finit par avouer qu'il avait eu peur de perdre le domaine. Auguste le regarda et répondit que personne ne perdrait le domaine. Lucie réclamait seulement la part qui lui revenait. La convention était juste. Si Marc l'avait respectée 5 ans,
Auparavant, rien ne serait arrivé jusqu'à ce point. La solution demeurait simple à condition de la traiter avec honnêteté. Le véritable problème avait toujours été la peur, et cette peur avait conduit à des décisions ayant causé énormément de souffrance. Marc garda le silence. Auguste lui laissa le temps de le supporter. Dehors, Éclair se déplaçait dans l'enclos, produisant ce bruit doux de sabots sur la terre que tous deux connaissaient depuis toujours. Finalement, Marc demanda ce que son père attendait de lui. Auguste répondit qu'il devait accepter la négociation travaillée avec l'avocate de Lucie et garantir l'exécution de la convention. Après cela, il devrait réfléchir sérieusement à l'homme qu'il désirait devenir. Il n'était pas encore trop tard. Les dettes pouvaient être payées et le mal pouvait être réparé jamais complètement, mais suffisamment pour permettre à une personne de se regarder dans un miroir avec un peu de paix. Marc quitta la chambre sans prononcer un autre mot. Auguste demeura seul, se leva lentement, gagna la fenêtre et contempla les terres, les collines éloignées, le chemin disparaissant parmi les arbres. L'endroit où Étienne avait travaillé pendant des décennies et où avait grandi une jeune femme qui se révélait être sa petite-fille. Il pensa à tout le temps perdu, à toutes les conversations qu'il n'avait jamais eues, à toutes les fois où il avait vu Étienne traverser ses champs et où quelque chose en lui avait vibré d'une manière qu'il n'avait jamais su nommer. Il le comprenait désormais. C'était une reconnaissance, celle du sang, reconnaissant le sang, sans posséder les mots, permettant de le dire. La négociation dura 2 semaines. L'avocate de Lucie et maître Damien Solal se rencontrèrent 3 fois. Marc assista aux 2 dernières réunions. Il ne plaça aucun obstacle et ne tenta pas de gagner du temps. Il respecta la demande de son père, avec un sérieux surprenant tout le monde, y compris l'avocate de Lucie. L'accord définitif reconnaissait les droits de Lucie sur une partie des bénéfices accumulés par le domaine au cours des 15 dernières années. Il lui accordait également la jouissance et la propriété d'une parcelle de terre liée au travail accompli par Étienne. Ce n'était pas la totalité de ce qu'elle aurait éventuellement pu obtenir devant un tribunal, mais c'était juste concret, et obtenu grâce à une négociation n'ayant détruit ni le domaine ni les personnes qui y vivaient. Lorsque Lucie signa les actes dans le cabinet de son avocate, elle n'éprouva pas ce qu'elle s'était attendue à ressentir. Il n'y eut ni soulagement immédiat, ni euphorie. Ce fut quelque chose de plus tranquille, ressemblant à la sensation qu'une histoire venait enfin d'atteindre l'endroit où elle devait parvenir, non son terme, mais un point depuis lequel il devenait possible de continuer. Cet après-midi-là, elle se rendit au domaine. Auguste l'attendait sous la terrasse couverte, assis sur sa vieille chaise en bois. Éclair était attaché à proximité et broutait quelques herbes sèches le long de la clôture. Le soleil tombait de côté sur la terrasse et projetait de longues ombres sur le sol. C'était le même genre d'après-midi que ceux dont Lucie se souvenait depuis son enfance, lorsque le domaine devenait silencieux et que la campagne parlait d'elle-même par le vent dans les arbres et le retour des oiseaux avant la tombée de la nuit. Lucie monta les marches et s'assit sur la chaise placée à côté d'Auguste, non sur celle qui lui faisait face, mais sur celle qui se trouvait près de lui. Tous deux remarquèrent ce petit détail. Ils demeurèrent un moment sans parler. Ce silence n'était pas inconfortable. C'était celui de 2 personnes ayant prononcé de nombreuses vérités difficiles et n'ayant plus besoin de mots pour continuer à communiquer. Auguste parla le premier. Marc était parti pour Marseille, le matin même, afin d'y passer quelques jours. C'était préférable. Tous deux avaient besoin de distance pour comprendre ce qui s'était produit. Lucie acquiesça. Auguste raconta ensuite avoir beaucoup pensé à Étienne durant les derniers jours. Des souvenirs qu'il croyait effacés par le temps n'avaient en réalité été que rangés dans un lieu de sa mémoire. Il se souvenait du jour où Étienne était arrivé pour la première fois au domaine. Il avait environ 20 ans, venait d'une région éloignée, possédait peu de bagages et une immense volonté de travailler. Dès le premier jour, il avait manifesté quelque chose qu'Auguste n'avait pas su définir à l'époque, mais qu'il pouvait désormais nommer l'intégrité, non celle provenant des règles ou de la peur d'être puni, mais celle naissant d'une conviction profonde concernant la manière dont les choses et les êtres humains doivent être traités. Lucie écoutait en regardant les terres.
Il existait quelque chose de réparateur dans le fait d'entendre une personne parler ainsi de son père, non parce qu'elle avait besoin d'une validation, mais parce que les paroles d'Auguste dessinaient Étienne sous des formes qu'elle n'avait pas toujours pu distinguer lorsqu'il était vivant. La proximité empêche parfois de voir entièrement une personne. La distance, même lorsqu'elle fait souffrir, offre parfois la perspective nécessaire. Auguste marqua une pause avant de formuler une demande inattendue. Ce n'était pas une obligation, précisa-t-il uniquement une proposition. Lucie pouvait demeurer au domaine. Pas dans la petite maison où elle avait grandi, désormais occupée par un nouvel ouvrier, mais dans une autre bâtisse construite quelques années auparavant et demeurée vide. Elle n'avait pas à y rester pour toujours. Elle pouvait simplement s'y installer le temps de décider ce qu'elle souhaitait faire de la part qui lui appartenait désormais. Lucie le regarda. Auguste conserva les yeux tournés vers les champs, comme si regarder ailleurs lui permettait de parler avec davantage de liberté, sans subir le poids d'une réponse immédiate. Il savait qu'il ne pouvait pas récupérer les années perdues, ni effacer ce qui s'était produit. Lucie possédait tout à fait le droit de prendre ce qui lui revenait et de ne jamais revenir, et il le comprendrait. Mais avant que son propre temps ne s'achève, il désirait une chose: apprendre à la connaître, non comme la fille d'un ouvrier, non comme une personne venue réclamer un droit, mais comme la femme qu'elle était, celle qu'Étienne avait élevée. C'était, expliqua-t-il, ce qu'elle pouvait lui offrir de plus précieux durant le temps leur restant. Lucie sentit quelque chose bouger en elle. Ce ne fut pas un effondrement, mais une sensation plus douce et plus ferme, semblable à une porte longtemps fermée, s'ouvrant lentement, sans drame, simplement parce que le moment était venu et qu'il n'existait plus de raison de la maintenir close. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle observa Éclair. Le cheval releva la tête et la regarda avec ces yeux sombres et tranquilles que possèdent les animaux lorsqu'ils ne se sentent pas menacés, puis recommença à brouter. Lucie pensa à son père, à ce qu'il aurait dit, à sa manière de considérer les situations sans dramatisation inutile, de séparer la vérité de l'orgueil blessé, et de comprendre que le mal commis et la personne l'ayant commis demeurent pas nécessairement identiques pour toujours. Elle pensa également à elle-même aux 5 années durant lesquelles elle avait construit une vie petite mais entièrement sienne dans cette chambre de Saint-Christol. Elle avait appris que l'indépendance possède une valeur, que la douleur doit être traversée, et que le retour, lorsqu'il se produit, doit venir d'un lieu de force et non de nécessité. Elle sentit qu'elle se trouvait précisément dans ce lieu. Elle était revenue avec des documents entre les mains, mais également avec une chose plus importante, la clarté de son identité, l'histoire complète de sa famille, le nom de son grand-père, la vérité de son sang et la dignité d'avoir choisi le chemin de l'honnêteté alors que celui de la colère aurait été plus facile. Elle regarda Auguste. Le vieil homme contemplait toujours le domaine, attendant, sans exercer la moindre pression, avec cette patience, appartenant parfois aux personnes ayant beaucoup vécu et comprenant que certaines décisions ne peuvent être précipitées. Lucie répondit oui. Elle le dit calmement, sans cérémonie, comme une personne acceptant une proposition raisonnable entre deux êtres se respectant. Elle resterait quelque temps. Elle ignorait combien. Elle irait chercher ses affaires à Saint-Christol dans la semaine, devait prévenir la boutique et régler plusieurs détails. Auguste acquiesça, et ce mouvement contenait davantage de soulagement qu'il ne voulait en montrer. Ils restèrent encore un moment sous la terrasse. Ils parlèrent de choses simples, des terres, des pluies particulièrement rares, cette année-là des chevaux et des arbres, ayant grandi, au cours des 5 dernières années, le long de la limite du domaine. Ces conversations paraissaient légères, mais possédaient dans ce contexte tout le poids du monde, car elles étaient les premières conversations ordinaires qu'il partageait, les premières, ne tournant ni autour des actes, ni des dettes, ni des années perdues. Lorsque le soleil acheva de disparaître, et que les champs prirent cette teinte orange douce, précédant la nuit, Lucie se leva. Elle prit congé d'Auguste d'un geste paisible, descendit les marches et traversa la cour en direction du chemin. Cette fois, lorsqu'elle arriva au portail, elle ne le franchit pas pour partir. Elle s'arrêta et regarda les champs depuis l'intérieur, avec le domaine derrière elle et la route devant elle. Elle comprit que ce portail, ayant représenté tant de choses dans son existence, une limite, une blessure et une frontière, n'était désormais plus qu'une porte qu'elle pouvait ouvrir ou fermer selon son propre choix, et pour la première fois depuis longtemps,
Cette décision lui appartenait entièrement. Étienne Montel avait travaillé ses terres sans jamais les réclamer. Il avait conservé des vérités qui auraient pu lui donner du pouvoir, mais les avait gardées par dignité. Il avait élevé sa fille avec les seules richesses qu'il possédait, le travail, l'honnêteté et un amour sans ornement. Avant de partir, il avait accompli tout ce qui était nécessaire pour qu'elle puisse retrouver elle-même le chemin du retour. Il ne lui avait pas donné une carte. Il lui avait donné les outils permettant de la tracer. Et Lucie, debout auprès de ce vieux portail, son sac de cuir croisé sur la poitrine, le nom de son grand-père dans sa mémoire et les documents de son père entre les mains, comprit que c'était exactement ce qu'elle avait accompli. Elle avait retrouvé le chemin. Elle était arrivée, et ce qui l'attendait désormais n'était pas une bataille, mais une chose beaucoup plus difficile et infiniment plus précieuse, un commencement.